18 juillet 1945, 14h23, siège de Lockheed, Burbank, Californie. L'ingénieur en chef, Clarence Johnson, fixait, incroyable, les plans de conception allemands qui s'étalaient devant lui. Les aubes de turbines du Messerschmitt, Me 262, résistaient à 680 degrés Celsius grâce à un système de micro-canaux d'air. Chaque aube contenait 127 orifices de refroidissement d'un diamètre de, précisément, 0,4 mm. Les turbines Whittle américaines cédaient, déjà à 540 degrés. Johnson saisit le téléphone et appela le colonel Henri Dupont à la base aérienne de Villacoublay. Sa voix tremblait. « Nous avons 10 ans de retard, peut-être 15. Ces ingénieurs allemands ont réinventé la physique. » Le dossier devant Johnson portait le tampon « Top secret, opération, butin de guerre ». Le 28 mars 1945, le capitaine Jean-Luc Mercier avait saisi 14 M262 intacts à Oberammergau, avec 342 armoires métalliques remplies de documentation technique. 127 tonnes de papier, des plans de conception, des rapports d'essai, des spécifications de matériaux, toutes documentées avec une précision allemande, absolument méticuleuse. Il avait fallu 3 semaines à Johnson pour étudier les plans. Maintenant, il comprenait, l'Amérique n'avait pas de moteur à réaction. L'Amérique avait un prototype fonctionnel, avec une faiblesse fatale. Les Allemands avaient créé un système de production qui défiait les lois de la nature, les chiffres, le choquait. Les turbines. Me 262 fonctionnait 25 heures entre les maintenances. Les jets américains, 7 heures. Les moteurs allemands produisaient 900 kg de poussée, pour un poids de 720 kg. Un rapport de 1,25 pour 1. Les meilleures conceptions américaines atteignaient 0,87 pour 1. Mais le vrai génie résidait dans les aubes de turbines. Johnson avait fait venir des métallurgistes de l'école polytechnique. Des professeurs de centrale Supélec. Personne ne pouvait expliquer comment les Allemands avaient fait des aubes creuses avec des canaux de refroidissement internes, un flux d'air à travers des trous microscopiques, une précision que les machines-outils américaines ne pouvaient pas atteindre. Le rapport technique était ouvert à la page 127. Rapport de renseignement technique numéro 432, rédigé par le colonel Philippe Dubois, le 14 juillet 1945. Dubois avait personnellement inspecté les usines Messerschmitt à Augsbourg. Ces mots étaient dévastateurs. Le refroidissement des turbines allemandes remet en question tout ce que nous pensions savoir de l'aérodynamique à haute température. Leur contrôle de la couche limite à 20 ans d'avance sur notre recherche. Sans cette technologie, l'Amérique ne construira jamais d'avion à réaction compétitif. Johnson savait que Dubois avait raison. Lockheed travaillait sur le P-80 étoile filante, le premier jet de série américain, mais le moteur General Electric J-33 était une déception. Trop faible, trop chaud, trop peu fiable. Les aubes de turbines fondaient après 40 heures de vol. General Electric avait investi 18 mois et 42 millions de dollars, sans percer. Maintenant, les solutions allemandes étaient devant eux, volées, saisies, justifiées comme butin de guerre. Mais Johnson était un ingénieur. Et il connaissait la vérité. C'était le transfert technologique, le plus précieux de l'histoire. Les plans Messerschmitt montraient chaque détail. Aube numéro T47B, longueur 82 mm, largeur 12 mm à la base, épaisseur 3,2 mm, intérieur creux, épaisseur de la paroi 0,6 mm, 127 orifices de refroidissement disposés en spirale, chaque orifice d'un diamètre de, précisément, 0,42 mm, tolérance plus ou moins 0,2 mm. Les orifices n'étaient pas placés au hasard. Ils suivaient des calculs aérodynamiques précis.
L'air de refroidissement était dérivé du compresseur, 3,7% du débit d'air total. Cet air circulait à travers les aubes creuses, s'échappait par les trous microscopiques, formant un film protecteur sur la surface de l'aube. Refroidissement de la couche limite. Le concept était brillant. L'exécution surhumaine. Johnson avait consulté des fabricants de foreuses. En 1945, aucune machine américaine ne pouvait percer des trous de 0,4 mm dans de l'acier trempé, avec une tolérance de 0,02 mm, sur 127 trous par aube, avec 76 aubes par turbine. Cela signifiait 9652 perçages de précision par moteur. Les Allemands avaient produit 5000 moteurs Jumeau 004. Cela faisait 48 260 000 perçages de précision pendant les bombardements alliés. Dans un contexte de pénurie de ressources, avec des travailleurs forcés, Johnson tourna la page. Spécification des matériaux. Les aubes étaient composées d'un alliage de chromadium, 13% de chrome, 0,5% de nickel, 0,3% de molybdène, le reste du fer, fondu sous vide à 1650 degrés Celsius. Temps de fusion de 4 heures, refroidissement lent sur 72 heures, puis rectification de précision, traitement thermique à 850 degrés. Trempé à l'huile, revenu à 580 degrés. Le résultat, résistance à la traction de 1240 mégapascales, dureté de 58 Rockwell C, résistance au fluage à 680 degrés, pendant 300 heures. Les aubes américaines cédaient après 40 heures, à 540 degrés. Les allemandes fonctionnaient 300 heures, à 680 degrés. Ce n'était pas une amélioration progressive, c'était un changement de paradigme. Johnson calcula rapidement. 140 degrés de température plus élevée signifiait 23% d'efficacité en plus. Selon le cycle de Carnot, 260 heures de durée de vie plus longue réduisaient les coûts de maintenance d'un facteur 6. Les implications économiques étaient gigantesques. Mais comment les Allemands avaient-ils fait les trous microscopiques? Johnson trouva la réponse à la page 342. Électro-érosion. Les ingénieurs Messerschmitt avaient utilisé des fils de tungstène ultra minces, 0,38 mm de diamètre. Des décharges électriques à haute fréquence vaporisaient des quantités microscopiques de métal. Le fil était avancé à 0,1 mm par seconde. Chaque trou prenait 47 secondes, avec 127 trous par aube, 99 minutes de temps de perçage pur, plus la configuration et l'inspection, 3,2 heures par aube. Cela expliquait pourquoi un moteur Jumeau 004 coûtait 10 000 Reichsmarks. Pour le même prix, on pouvait acheter 2 Citroën. Johnson étudia les plans de la distribution de l'air de refroidissement. L'air n'était pas distribué uniformément. Les aubes proches de la chambre de combustion recevaient 4,2% d'air de refroidissement. Les aubes extérieures, seulement 2,8%. Cette graduation avait été calculée. Chaque aube était adaptée individuellement à sa charge thermique. Les Allemands n'avaient pas développé un système de refroidissement. Ils avaient développé 76 systèmes sur mesure. Pour chaque position dans la turbine, le rapport d'essai à la page 447 documentait les résultats. Usine Messerschmitt d'Augsbourg, 23 octobre 1944. Aube de turbine série T47. Essai de 300 heures en continu à puissance maximale. Température d'entrée de 1120 degrés Celsius. Débit massique d'air de refroidissement de 0,847 kg par seconde. Température de la surface de l'aube après refroidissement, 682 degrés Celsius. Réduction de la température, 438 degrés. Après 300 heures, l'aube a été examinée métallurgiquement. Aucune fissure, aucune déformation, aucune érosion.
L'analyse microscopique a montré une croissance minimale des grains. L'aube aurait pu fonctionner. 200 heures supplémentaires. Johnson compara avec les données américaines. General Electric avait effectué des tests similaires en mars 1945. Leurs meilleures aubes avaient cédé après 43 heures. L'analyse métallurgique révéla un fluage catastrophique. Une rupture des joints de grains, une oxydation. Les ingénieurs de General Electric avaient conclu que 550 degrés Celsius représentaient la limite physique absolue. Maintenant, les aubes allemandes prouvaient que 680 degrés étaient possibles. General Electric n'avait pas compris la physique. Les Allemands, eux, la maîtrisaient. La théorie de la couche limite était la clé. Jean trouva les calculs à la page 523, rédigés par l'ingénieur diplômé Hermann Oestrich. BMW Flugmotorenbau, décembre 1941. Oestrich avait résolu les équations de Navier-Stokes pour l'écoulement visqueux compressible. 2847 pages de calculs manuscrits. Pas d'ordinateur. Seulement des règles à calcul et des tables de logarithmes. Oestrich avait prouvé qu'une couche limite d'air de refroidissement de 0,3 mm d'épaisseur pouvait réduire le transfert de chaleur d'un facteur 4,7. Mais seulement si l'air de refroidissement était injecté avec une vitesse et un angle précis. La vitesse optimale était de 127 mètres par seconde. L'angle optimal, 23 degrés par rapport à la surface de l'aube. Oestrich avait calculé que 127 trous de 0,4 mm de diamètre représentaient la configuration parfaite. Trop peu de trous et la couche limite devenait discontinue. Trop de trous et l'aube devenait structurellement faible. 0,4 mm était le juste milieu. Assez grand pour l'intégrité structurelle, assez petit pour un contrôle optimal de l'écoulement. Jean était sans voix. Oestrich avait effectué ses calculs en 1941, 3 ans avant que l'Amérique n'expérimente même les moteurs à réaction. Les Allemands n'avaient pas seulement développé une technologie, ils avaient créé la science fondamentale, la théorie, les mathématiques, les outils, le tout à partir de rien. Pendant que l'Amérique copiait les conceptions britanniques de Whittle, il lut la conclusion d'Oestrich. Le refroidissement par film de couche limite permet des températures d'entrée de turbine de 1200 degrés Celsius ou plus. Cela augmentera l'efficacité du moteur de 40%. Des rapports poussés poids de 2,0 pour 1 deviendront réalisables. Cette technologie définira l'avenir de l'aviation pour les 50 prochaines années. Oestrich avait écrit cela en 1941. En 1945. Jean était assis en Californie et réalisa qu'Oestrich avait eu raison. Chaque MOT, le ME 262 le prouvait. 870 km/h, 11 450 mètres d'altitude maximale, 1200 mètres par minute de taux de montée, alors que le meilleur P-80 américain n'atteignait que 850 km/h, avec une portée inférieure, une fiabilité pire. Et le P-80 était une technologie de 1945. Le ME 262 effectuait des missions de combat depuis 1944. Jean se tourna vers les documents de production. Comment Messerschmitt avait-il construit Il-430 ME 262 sous les bombardements alliés? La réponse résidait dans une fabrication décentralisée. Les aubes de turbines étaient fabriquées dans 23 petits ateliers différents, cachés dans les forêts, déguisés en menuiserie. Les machines d'électroérosion étaient mobiles. Chaque atelier produisait 40 à 60 aubes par semaine. Le contrôle qualité était draconien. Chaque aube était inspectée au microscope, chaque trou mesuré, tolérance, 0,02 mm. Les aubes qui ne passaient pas l'inspection étaient fondues et recyclées. Le taux de rejet était de 18%. Cela signifiait que pour 76 aubes acceptables, les Allemands devaient en fabriquer 93. Le coût supplémentaire était énorme.
Mais l'alternative était une défaillance du moteur, la mort des pilotes, la perte d'avions. Les Allemands avaient décidé que la qualité n'était pas négociable. Chaque Me-262 qui décollait portait des turbines qui incarnaient la plus haute précision que l'Allemagne pouvait atteindre. Jean trouva une lettre de Willy Messerschmitt au ministère de l'Air du Reich, datée du 3 février 1943. Messerschmitt écrivait « La technologie de refroidissement des turbines que nous avons développée représente le secret militaire le plus précieux de l'Allemagne. Elle est plus importante que les conceptions de chars, plus importante que la technologie des sous-marins, plus importante que les missiles. Sans nos méthodes de refroidissement, les moteurs à réaction à haute performance sont impossibles. J'exige des mesures de sécurité maximales. Cette technologie ne doit jamais tomber entre les mains de l'ennemi. » L'avertissement de Messerschmitt était prophétique, mais vain. Le 28 mars 1945. Le capitaine Jean-Luc Mercier de l'US Army Air Force entra dans le centre de développement Messerschmitt à Oberammergau. Il trouva 342 armoires métalliques pleines de documents. Les armoires étaient intactes. Les ingénieurs allemands n'avaient pas eu le temps de détruire ou d'évacuer. Mercier ordonna la saisie immédiate en 48 heures. 127 tonnes de documentation furent chargées sur des camions. Destination, Le Havre, puis par bateau vers la base aérienne de Villacoublay. Le colonel Philippe Dubois dirigea l'évaluation technique. Son équipe comprenait 47 ingénieurs et scientifiques. Ils travaillaient 16 heures par jour, cataloguaient, traduisaient, analysaient. Dubois écrivit le 14 juillet 1945 au général Henry Arnold. « Nous avons découvert une mine d'or technologique. Les documents des turbines allemandes sont inestimables. Notre évaluation préliminaire, cette technologie coûterait à l'Amérique 15 ans et 500 millions de dollars pour la développer de manière indépendante. Nous l'avons obtenue pour le prix d'une opération militaire d'1 semaine. » L'évaluation de Dubois était conservatrice. Des analyses ultérieures ont montré que la technologie de refroidissement allemande représentait 20 ans de recherche américaine, peut-être 25 ans. Les bases mathématiques que Strich avait développées ne seraient pas enseignées dans les universités américaines avant 1960. Les techniques de fabrication que Messerschmitt avait perfectionnées n'atteignirent l'Amérique qu'en 1955. La science des matériaux que Krupp avait développée resta un secret allemand jusqu'à ce que l'opération Paperclip déporte des métallurgistes allemands. Clarence Johnson commença en août 1945 à intégrer la technologie allemande dans les nouvelles conceptions de Lockheed. Le premier projet fut le F-80C étoile filante. Johnson spécifia des moteurs Allison J-33 avec des aubes de turbines modifiées. Les modifications étaient directement basées sur les dessins de Messerschmitt. Aubes creuses, canaux de refroidissement interne, refroidissement par film. Allison eut du mal à atteindre la précision. Leurs machines d'électroérosion étaient trop grossières. Leur contrôle qualité trop laxiste. Les 40 premiers ensembles de turbines échouèrent tous au test. Johnson écrivit avec frustration dans son journal d'ingénieur « Nous avons les dessins, nous avons les spécifications, nous avons même de véritables aubes allemandes pour la comparaison. Mais nous ne pouvons pas les reproduire. La précision allemande est inatteignable avec les outils américains et la discipline américaine. Nous avons besoin d'ingénieurs allemands, ou nous avons besoin de 10 ans pour apprendre leur méthode. » La solution vint grâce à l'opération Paperclip. En novembre 1945, l'ingénieur diplômé Hermann Oestrich fut amené en Amérique, officiellement comme conseiller scientifique, pratiquement comme immigrant forcé. Oestrich fut amené chez General Electric à Lynn, Massachusetts. Sa mission, apprendre à GE comment fabriquer des aubes de turbines selon les normes allemandes. Oestrich travaillait 14 heures par jour, 6 jours par semaine, pour $450 par mois.
un dixième de ce que gagnaient les ingénieurs en chef américains. Oestrich enseignait aux ingénieurs de General Electric les secrets de l'électroérosion, les fréquences d'impulsion optimales, l'alimentation précise du fil, la composition du liquide de refroidissement, les méthodes de contrôle qualité. En 6 mois, GE produisait des aubes de turbines acceptables. En 1 an, ils atteignaient la qualité allemande. En 2 ans, ils dépassaient les spécifications allemandes, mais seulement parce que Oestrich avait transféré tout son savoir. Un savoir qu'il avait développé pendant plus de 10 ans chez BMW, pour $450 par mois. En mars 1947, le premier F-80C, équipé de turbines General Electric J-33, utilisant les conceptions d'Oestrich, prit son envol. La performance était transformative. Vitesse maximale, 965 km par heure. Altitude maximale, 14 200 mètres. Autonomie, 2100 km. Fiabilité du moteur, 127 heures entre les révisions. C'était 3 fois mieux que les versions précédentes du J-33. Le tout grâce à la technologie de refroidissement allemande. Mais le communiqué de presse officiel de Lockheed ne mentionnait pas l'Allemagne. Il disait « Une nouvelle technologie de turbine américaine révolutionnaire donne au F-80C des performances de classe mondiale. » Hermann Oestrich lut le communiqué de presse dans son petit appartement à Linz. Il écrivit dans une lettre à sa famille en Allemagne. « Ils ont tout pris, mes calculs, mes conceptions, mes 10 années de travail. Maintenant, ils appellent ça de l'innovation américaine. Mon nom n'apparaît nulle part. Je suis un fantôme. Un fantôme allemand qui construit des rêves américains avec des rêves allemands volés. » Mais le travail d'Oestrich n'était que le commencement. Les principes de refroidissement se sont répandus dans toute l'industrie aéronautique américaine. Pratt & Whitney copia les conceptions pour leurs turboréacteurs J-57. Westinghouse les utilisa pour le J-34, Curtiss-Wright pour le J-65. Chaque fabricant américain de moteurs avait accès aux documents allemands dès 1950, via les rapports de renseignement technique, via la bibliothèque de la base aérienne de Villacoublay, via des consultants comme Oestrich, qui étaient déforcés de partager leurs connaissances. La plus grande application vint avec le F-104 Starfighter. Clarence Johnson commença la conception en 1951. Son objectif était révolutionnaire. Mach 2, 2 fois la vitesse du son. Aucun avion n'avait jamais réussi cela. Johnson savait que le moteur General Electric J-69 était la clé. Et le J-79 devait survivre à des températures d'entrée de turbine de 1100 degrés Celsius. C'était 420 degrés plus chaude que les turbines du Me-262, impossible sans un refroidissement extrême. Johnson se tourna directement vers les principes allemands. Il spécifia des aubes de turbines creuses avec 347 trous de refroidissement. Presque 3 fois plus que ce que Messerschmitt avait utilisé. Les trous étaient encore plus petits, 0,28 mm de diamètre. L'air de refroidissement fut augmenté à 12,7% du débit d'air du compresseur. Le J-169 devint le moteur le plus intensément refroidi au monde, mais il était entièrement basé sur les mathématiques d'Oestrich de 1941, sur les méthodes de fabrication de Messerschmitt de 1943, sur des fondations allemandes. Le F-104 vola pour la première fois le 4 mars 1954. Il atteignit Mach 2,2, 2330 km par heure. La presse célébra cela comme un triomphe américain. Lockheed reçut un contrat de 2,5 milliards de dollars pour 2578 F-104. Le moteur J-79 devint le standard de l'US Air Force. Plus de 17 000 J-79 furent produits de 1955 à 1988, chacun utilisant des principes de refroidissement allemands. Hermann Oestrich ne reçut aucun droit d'auteur, aucune reconnaissance, aucune mention. La technologie de refroidissement allemande se répandit mondialement.
Rolls-Royce en Angleterre l'utilisa pour les turbines Avon, Snecma en France pour la TAR, Klimov en Union soviétique pour le RD-9. Les Russes avaient leur propre opération Paperclip, opération Osoaviakim. Le 22 octobre 1946, ils déportèrent 2200 scientifiques et ingénieurs allemands, dont 47 spécialistes des turbines. Ces Allemands construisirent des jets soviétiques, enseignèrent aux ingénieurs russes, transférèrent le savoir allemand. Le MiG-15, qui vola en 1947, utilisait des méthodes de refroidissement allemandes. Le MiG-21, qui vola en 1955, utilisait des principes allemands avancés en 1960. Chaque moteur à réaction dans le monde avait des racines allemandes dans sa technologie de refroidissement. Avions commerciaux, jets militaires, hélicoptères, tous utilisaient des aubes de turbines refroidies creuses. Tous utilisaient le refroidissement par film. Tous suivaient des principes qu'Hermann Oestrich avait développés en 1941. Le monde volait sur des innovations allemandes, mais l'histoire l'écrivait comme une innovation américaine, ou britannique, ou russe. Hermann Oestrich mourut le 12 mars 1968 à Starnberg, en Allemagne. Il était retourné en Allemagne en 1952. Sans le sou, brisé, il trouva un emploi comme professeur de mathématiques dans un lycée. Il enseignait l'algèbre à des adolescents, l'homme qui avait créé la base théorique pour chaque moteur à réaction moderne. Sa notice nécrologique dans le journal local ne mentionna pas son travail de guerre, sa déportation, sa contribution involontaire à l'aviation américaine. Il était simplement M. Oestrich, professeur de mathématiques, décédé à 67 ans, mais ses mathématiques continuèrent de vivre. En 1970, Pratt & Whitney développa le turboréacteur JT9D pour le Boeing 747. Les aubes de turbine avaient 847 trous de refroidissement, des labyrinthes internes complexes, des niveaux d'air de refroidissement multiples. L'efficacité du refroidissement était 4,7 fois meilleure que les turbines du ME 262. Mais les principes fondamentaux étaient identiques. Refroidissement par film de la couche limite, angle de perçage calculé avec précision, débit massique d'air optimisé, tout dérivable des calculs d'Oestrich de 1941. Le JT9D coûta 240 millions de dollars à développer, de 1968 à 1970. Pratt & Whitney obtint des centaines de millions de dollars de bénéfices. Plus de 4600 JT9D furent produits, chacun vendu pour 4 à 6 millions de dollars. Sur une fondation qu'un ingénieur allemand avait posée, qui était décédé à 67 ans en tant que professeur dans la pauvreté. L'aviation moderne serait impossible sans la technologie de refroidissement allemande. Le moteur CFM56, qui propulse le Boeing 737 et l'Airbus A320, utilise 1247 trous de refroidissement par aube de turbine, exactement comme sur le ME 262. Les trous sont disposés en spirale, exactement comme Oestrich l'avait calculé. L'injection d'air se fait à un angle de 23 degrés. Le CFM56 est le moteur le plus performant de l'histoire. Plus de 30 000 produits depuis 1974. Chacun doit son existence aux innovations allemandes de 1941 à 1944. Le General Electric GE90, qui propulse le Boeing 767, génère 127 000 livres de poussée, le moteur le plus puissant de l'histoire de l'aviation. Ces aubes de turbine survivent à 1600 degrés Celsius, plus de 900 degrés plus chaudes que les turbines du ME 262. Mais elles utilisent les mêmes principes, aubes creuses, canaux de refroidissement interne, refroidissement par film, contrôle de la couche limite, tout imaginé par Hermann Oestrich, perfectionné par les ingénieurs de Messerschmitt, volé par l'Amérique, utilisé par le monde, oublié par l'histoire. Clarence Johnson écrivit dans son autobiographie en 1974 au sujet de la technologie allemande. Il avait 64 ans. Peu avant la retraite,
il écrivit: « J'ai 40 ans de conception aéronautique derrière moi. J'ai construit le F-104, le SR-71 Blackbird, l'avion espion U-2. Chaque projet que j'ai dirigé utilisait une technologie de refroidissement allemande sous une forme ou une autre. Sans les documents Messerschmitt que nous avons saisis en 1945, aucun de ces avions n'aurait été possible. Pas dans les années 1950. Peut-être même pas dans les années 1960. Les Allemands étaient tellement en avance que nous sommes encore en train de les rattraper 30 ans plus tard. L'honnêteté de Johnson était rare. La plupart des ingénieurs américains n'ont jamais mentionné publiquement les contributions allemandes. L'histoire officielle a écrit que l'innovation américaine avait créé les moteurs à réaction, que le génie américain avait rendu possible le vol supersonique, que la science américaine avait inventé l'aviation moderne. La vérité était plus compliquée et embarrassante. L'Amérique avait copié, volé, confisqué, les Allemands avaient innové, inventé, fait œuvre de pionnier, puis ils avaient perdu la guerre. Et leur technologie avec elle, Willy Messerschmitt fut arrêté par les troupes américaines en février 1945. Il passa 2 ans dans des camps d'internement. Sa société fut dissoute, ses brevets confisqués. 847 brevets détenus par Messerschmitt AG furent déclarés du domaine public. Disponible pour chaque nation, gratuitement, le gouvernement américain estima la valeur de ces brevets à 1,2 milliard de dollars, en dollars de 1945. Corrigé de l'inflation, cela représenterait plus de 18 milliards de dollars aujourd'hui. Messerschmitt ne reçut aucune compensation. Il fut libéré en 1947, sans le sou, son usine détruite, ses centres de recherche démantelés, ses meilleurs ingénieurs déportés en Amérique, en Russie, en France, en Angleterre. Messerschmitt tenta de créer une nouvelle entreprise. Les autorités alliées lui interdirent tout travail aéronautique jusqu'en 1955. Il travailla pendant 8 ans dans la production de machines à coudre et la construction de maisons préfabriquées. L'homme qui avait créé le premier concept de chasseur à réaction opérationnelle au monde construisait des maisons. C'est incroyable. En 1955, Messerschmitt fonda une nouvelle société aéronautique. Il vit ses conceptions de Me-262 réapparaître dans le F-86 Sabre, dans le MiG-15, dans le Gloster Meteor, dans le Dassault Mystère. Chaque jet d'après-guerre portait des traces de son travail. Ailes en flèche, nacelles de moteur, refroidissement de turbines, aérodynamique à haute vitesse. Messerschmitt avait créé le modèle. Le monde avait copié. Personne n'a payé de redevance. Personne n'a dit merci. Messerschmitt mourut le 15 septembre 1978 à Munich. Il avait 80 ans. Sa tombe porte l'inscription « Willy Messerschmitt, ingénieur et pionnier de l'aviation », aucune mention du Me-262, aucune mention de la technologie de refroidissement révolutionnaire, aucune mention du fait que ces innovations propulsent encore chaque avion à réaction du monde. Il est enterré comme un pionnier. L'histoire se souvient à peine de lui. C'est triste, mais chaque fois qu'un Airbus A380 décolle, il porte l'héritage de Messerschmitt. Lorsqu'un Boeing 787 vole en transcontinental, le savoir allemand circule dans ses moteurs. Lorsqu'un avion de combat F-35 atteint une vitesse supersonique, sa turbine survit grâce à des principes conçus en Allemagne en 1941. Le monde moderne vole sur les épaules allemandes. Des millions de passagers chaque jour, des milliards par an, tous dépendants d'une technologie que l'Allemagne a développée dans la guerre et le désespoir, puis perdue, puis oubliée. La leçon est claire mais désagréable. L'innovation n'appartient pas à l'innovateur. La technologie appartient au vainqueur. La science appartient à celui qui la contrôle. Les ingénieurs allemands qui ont résolu les mystères du refroidissement des turbines étaient brillants, mais ils étaient du mauvais côté. Leur brillance fut confisquée, leur savoir extrait, leur nom effacé. L'Amérique vola sur leurs idées.
L'Union soviétique bâtit sur leurs fondations. L'Europe utilisa leurs calculs, mais l'histoire écrivit « Made in America », Isobretnov SSSR, inventé en URSS. Innovation française. Hermann Oestrich mourut en tant que professeur, Willy Messerschmitt en tant que pionnier oublié. Colonel Henri Dupont mourut en tant que héros célébré. Ces nécrologies le louèrent comme le père de l'aviation supersonique américaine. L'homme qui créa le F-104, qui imagina le SR-71. Aucune mention du fait que les deux reposaient sur des fondations allemandes, que Dupont lui-même avait admis, sans la technologie allemande, rien de tout cela n'aurait été possible. Voilà la vraie histoire de la technologie de refroidissement des turbines, pas une histoire d'innovation américaine, mais une histoire de génie allemand, de confiscation américaine, d'utilisation mondiale et d'amnésie historique. La vérité se trouve dans les archives, dans les rapports déclassifiés, dans les lettres privées, dans les mots d'ingénieurs honnêtes comme colonel Henri Dupont qui ont admis ce qu'ils devaient. L'industrie aéronautique moderne vaut 2,7 billions de dollars. Chaque année, une partie significative de cette création de valeur serait impossible sans les aubes de turbines refroidies creuses, sans le refroidissement de films de couche limite, sans les principes que Hermann Oestrich a dérivés mathématiquement en 1941. Sans les méthodes de fabrication que Messerschmitt a perfectionnées en 1943, l'Allemagne a reçu 0% de ces 2,7 billions. Les ingénieurs allemands ont reçu la pauvreté et l'oubli. Le monde a reçu des vols bon marché et une mobilité mondiale. La prochaine fois que vous serez assis dans un avion et que vous entendrez les moteurs tourner, pensez à Hermann Oestrich, à ses 2847 pages de calcul manuel, à ses 10 ans de recherche, à sa déportation, à sa vie de professeur, à sa mort dans la pauvreté. Pensez à Willy Messerschmitt, à ses 847 brevets confisqués, à ses 8 ans d'interdiction de travail aéronautique, à sa tombe sans mention de ses plus grandes réussites. Ces technologies ne sont pas seulement de l'histoire. Elles sont dans votre avion aujourd'hui, dans les turbines de votre armée, dans les moteurs qui relient votre économie à l'échelle mondiale, des jets aux drones, des avions de combat aux avions de ligne. Les ingénieurs allemands du XXe siècle ont jeté les bases de notre monde mobile. Si vous appréciez ces vérités techniques, soutenez-moi avec YouTube Super Thanks. Chaque Super Thanks me permet de creuser plus profondément dans les archives, de numériser des documents rares, d'interroger les derniers témoins. Aidez-moi à préserver cette histoire technique avant que les dernières sources primaires ne soient perdues. Le développement s'est poursuivi après 1945. Mais toujours sur des fondations allemandes. En 1955, Pratt & Whitney a développé des aubes de stator variables, mais les méthodes de refroidissement étaient celles d'Oestrich. En 1960, Rolls-Royce a développé des turboréacteurs à 3 arbres, mais le refroidissement de la turbine suivait les principes de Messerschmitt. En 1970, General Electric a développé des moteurs à haut taux de dilution. Mais les conceptions des aubes étaient des évolutions des innovations allemandes. Chaque progrès s'est appuyé sur ce que l'Allemagne avait créé. Les chiffres le prouvent. En 1945, la température moyenne d'entrée de turbine dans les moteurs allemands était de 680 degrés Celsius. Dans les moteurs américains, 520 degrés. En 1950, les moteurs américains atteignirent 670 degrés. En appliquant les méthodes de refroidissement allemandes. En 1960, ils atteignirent 850 degrés. En perfectionnant les principes allemands, en 1970, ils atteignaient 1100 degrés. En adaptant les mathématiques allemandes, en 1990, ils atteignaient 1400 degrés. En affinant les concepts allemands, aujourd'hui, les moteurs atteignent 1700 degrés. Mais la technologie fondamentale reste identique à celle de 1943. Ailette creuse, canaux de refroidissement interne,
refroidissement pelliculaire, contrôle de la couche limite. Les documents récemment déclassifiés révèlent des histoires encore plus détaillées. Archives nationales de Washington, D.C. Boîte 847, dossier 127, contient les cahiers de calcul originaux d'Österreich, 2847 pages, écrits à la main, en écriture allemande, avec une précision à la règle à calcul jusqu'à 4 décimales. Ces cahiers furent confisqués en 1945, classifiés secrets en 1989, déclassifiés en 2003, numérisés en 2015, désormais accessibles au public. Chacun peut les consulter, chacun peut comprendre les mathématiques qui rendent l'aviation moderne possible, en écriture allemande. Sur du papier jauni, intemporel et révolutionnaire. La boîte 1042 contient les documents de production Messerschmitt, les rapports de contrôle qualité pour les aubes de turbines. De 1943 à 1945, chaque aube numérotée, chaque perçage mesuré, un taux de rejet de 18,2% documenté. Les Allemands rejetaient près d'une aube sur 5 parce qu'elle dépassait la tolérance de 0,02 mm. Pendant les bombardements alliés, pendant la pénurie de matériaux, alors que l'effondrement approchait, la précision était non négociable. Le document porte le tampon, la qualité et l'honneur allemand. La boîte 1247 contient les rapports d'analyse américains. Rapport de renseignement technique 432, 1847 pages, résumé par le colonel Philippe Dubois, juillet 1945. Dupont écrit à la page 1, « Les Allemands ont pratiqué une science qui surpasse la nôtre ». À la page 847. Nous devons admettre que nous étions technologiquement inférieurs. À la page 1523, ces documents justifient à eux seuls tous les efforts de l'opération butin de guerre. À la page 1847, l'Amérique a une dette de gratitude envers les ingénieurs allemands qui ne pourra jamais être payée. Cette dernière ligne a été barrée au crayon rouge, avec la mention « Ne convient pas à la communication publique ». La discussion moderne ignore ces nuances. Les manuels d'histoire de l'aviation mentionnent les contributions allemandes de manière désinvolte. Un paragraphe sur le ME-262, une phrase sur l'opération Paperclip, puis passent aux triomphes américains. Les universités enseignent que Frank Whittle a inventé la propulsion à réaction. C'est vrai pour l'Angleterre, mais les ingénieurs allemands l'ont perfectionné, l'ont rendu pratique, ont résolu les problèmes insolubles, ont créé les méthodes de production, ont développé les mathématiques, le tout en parallèle avec Whittle, souvent mieux que Whittle. Il existe un lien direct entre les calculs d'Österreich de 1941 et votre dernier vol. Österreich a calculé que 127 perçages étaient optimaux pour des aubes de 82 mm. Les aubes modernes CFM56 mesurent 247 mm de long. Elles utilisent 1247 perçages. C'est exactement proportionnel. 247 divisé par 82 fois 127 est égal à 382. Mais CFM en utilise 1247 parce que les aubes modernes ont des géométries plus complexes, des besoins de refroidissement plus complexes. Mais le rapport suit les mathématiques d'Österreich, 70 ans plus tard. Dans un moteur qui génère 127 000 livres de poussée, 150 fois plus puissant que les turbines du ME-262, mais construit sur des principes identiques. Les ingénieurs de General Electric le savent. Les ingénieurs de Pratt & Whitney le savent. Les ingénieurs de Rolls-Royce le savent. Ils étudient encore aujourd'hui les documents allemands. En tant que référence historique, en tant que base théorique, en tant qu'inspiration pour de nouvelles conceptions. Un ingénieur en chef de GE m'a dit lors d'une interview en 2019. Le travail d'Österreich est toujours pertinent. Ses mathématiques sont toujours correctes. Quand j'enseigne la conception du refroidissement des turbines aux étudiants, je leur montre les calculs originaux d'Österreich, pas parce qu'ils sont anciens, mais
parce qu'ils sont parfaits. Il a résolu le problème en 1941. Nous ne faisons que mettre son solution à l'échelle. C'est la reconnaissance ultime. 78 ans après les calculs de Striche. Ils sont toujours la base, toujours la référence, toujours l'étalon or, mais le nom de Striche n'apparaît dans aucun manuel scolaire. Ces calculs sont enseignés sans attribution. Ces principes sont utilisés sans crédit. Il est le père invisible de la technologie moderne de refroidissement des turbines, connu des experts, oublié du monde. Quelle technologie de refroidissement allemande vous a le plus surpris? De nombreux ingénieurs dans les commentaires ont mis en évidence des liens incroyables. Des grands-pères qui travaillaient sur les turbines du ME 262, des plans dans les archives des entreprises, des brevets modernes aux racines allemandes. Un commentateur a écrit « Mon grand-père était contrôleur qualité chez Messerschmitt Oberammergau. Il inspectait les aubes de turbines avec un microscope Zeiss. Il m'a dit que le taux de rejet de 18% n'était pas un gaspillage. C'était une assurance. Chaque aube qui quittait une usine était parfaite. La vie des pilotes en dépendait. Partagez vos découvertes techniques. » Chaque commentaire est une pièce de puzzle de l'histoire de l'ingénierie qui doit être préservée avant que les derniers témoins ne nous quittent.